Le débat du jour, Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un film sorti il y a quelques jours en France et dans le monde entier. Une super production Marvel avec un énorme budget, un blockbuster comme on dit. Un film de super-héros programmé pour le succès international. Sauf que cette fois-ci, Black Panther, c'est le nom du super-héros, du personnage principal et du film, a la particularité d'être noir et même d'être africain. Et c'est loin d'être fréquent dans ce genre de production où les personnages noirs, quand ils existent, sont souvent des seconds rôles. Les noirs sont-ils suffisamment représentés dans la culture populaire pour permettre aux lecteurs et spectateurs de s'identifier? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio 51 qui vous permet aussi de voir cette émission sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Gaël Sharp, bonjour. Bonsoir. Vous êtes artiste indépendant, illustrateur freelance et vous travaillez dans l'univers des comics. Et Xavier Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste des comics. Avant de commencer à discuter, je vous propose d'écouter et donc de voir, si vous en avez la possibilité, un extrait de la bande-annonce de Black Panther. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ? C'est un pays du tiers-monde, avec du textile, de l'élevage, des tenues colorées. Juste une façade. Des explorateurs l'ont recherché en vain. Leur légendaire Eldorado. Ils l'ont recherché en Amérique du Sud. Mais il se trouvait en Afrique depuis toujours. Je suis le seul à l'avoir vu. Et à en être ressorti vivant. Voilà, un extrait de la bande-annonce de Black Panther sorti sur les écrans du monde entier il y a quelques jours. Première question, un super-héros noir et africain, c'est quelque chose de vraiment nouveau, Xavier Fournier ? Oui, africain, oui, parce que des super-héros noirs dans les comics, il y en a quelques-uns, en minorité, mais il y a régulièrement des personnages noirs dans les comics. Africain, c'est vraiment quelque chose à part, parce que, en général, les super-héros sont plutôt américains, en tout cas ceux édités par Marvel ou DC Comics, et on s'intéresse plutôt à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors, Gaël Sharp, vous avez été surpris, d'abord quand ça a été annoncé, et puis en voyant le film ? Alors, surpris quand ça a été annoncé, non. Mais agréablement surpris, par contre, quand j'ai vu le film, oui. Parce que visuellement, c'est vraiment une claque, en fait, en termes de décor, de costumes. Tout l'environnement, en fait, est vraiment superbement travaillé, en fait. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était attendu ? Est-ce qu'il y a une demande de la part des Noirs du monde entier d'avoir ce type de héros auquel ils peuvent peut-être davantage s'identifier qu'un Iron Man, par exemple ? Alors, une demande, oui, je pense qu'il y en a une. Elle n'est pas forcément vocalisée comme ça. Mais il y a eu des attentes, en fait, de représentation des peuples africains, autres que ce qu'on a pu voir dans le cinéma hollywoodien habituellement, quoi. Oui, c'est quelque chose qui était exprimé clairement. Vous avez entendu parler de ça déjà, Xavier Fournier ou... Là aussi, la formulation, je suis comme Gaël là-dessus, je ne l'ai pas entendu formuler comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la valeur ajoutée de ce personnage-là, c'est pas simplement d'être un personnage noir, mais d'amener dans son sillage tout un peuple. Donc il y a vraiment une représentation culturelle dans le film, ce qui était absent des autres films de super-héros noirs. Alors quand le personnage de T'Challa, Black Panther, est apparu dans le dernier Captain America, je me souviens d'avoir vu des tweets de mamans qui étaient ravis de voir un super-héros auquel leurs enfants pouvaient s'identifier. Est-ce que vous, qui êtes illustrateur ou qui êtes spécialiste de la bande dessinée, est-ce que c'est une demande à laquelle, en tant qu'artiste, vous avez été confronté ? Alors, une demande à laquelle... Non, pas forcément à laquelle j'étais... Mais c'est quelque chose qu'on ressent en soi-même, en fait. On a envie de présenter des personnages qui, entre guillemets, nous ressemblent, avec de bonnes valeurs, et puis pas forcément ce qu'on voit habituellement, le noir gangster ou vivant dans le quartier, ce genre de choses. On l'a vu 10 milliards de fois. Là, c'est autre chose. Là, c'est un roi dans un pays imaginaire d'une Afrique... qui n'a jamais été colonisée. Exactement. Voilà, ils sont un peu isolationnistes. Mais voilà, ils ont des bonnes valeurs. Et c'est aussi un univers qui mélange tradition et modernité, esprit et technologie, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu forcément au cinéma avant. Alors jusqu'ici, la place des Noirs dans le cinéma, dans les comics, dans la culture populaire en général, c'était quoi, ou c'est quoi, parce que c'est quand même que le tout début, Xavier Fournier ?
Si on doit parler des comics, il y a eu toute une époque où il y avait plein de personnages noirs, mais il y avait la ségrégation aux États-Unis. Donc il y avait des comics édités pour une population noire, faits par des auteurs noirs, édités par des éditeurs noirs. Et puis de l'autre côté, il y avait les blancs. Il fallait surtout pas mélanger. Et Black Panther dans les comics en 66 a cet avantage-là que c'est le premier super-héros d'ailleurs qui est multiculturel, qui va vite se retrouver d'ailleurs à faire partie des Avengers. Et il faut bien comprendre qu'au début des années 60, par exemple, un noir dans un bus avec des blancs, ça courait pas aux États-Unis, c'était pas évident. Et d'un seul coup, dans cette décennie-là, vous avez un super-héros qui est au même rang que Iron Man et Thor. Donc c'était assez progressiste à l'époque. Et c'est valorisant pour un public noir américain. Oui, ben, pas que pour les Noirs américains, pour tout pour le les monde, Noirs de oui. toute la planète, entre guillemets. Ça fait plaisir de voir un personnage positif avec des valeurs et qui, voilà, il y a un rapport à la sagesse. C'est important. C'est important de voir autre chose aussi qui donne, comment dire, une sorte de fierté. Alors, voilà. il y a une vraie volonté d'africaniser ce film. Le casting et la production sont totalement afro-américaines. Par exemple, le réalisateur Ryan Coogler, qui a réalisé Creed, le dernier, le reboot de Rocky, si je peux dire ça comme ça, bah, il est noir. Le fait que le film soit fait avec des noirs, par des noirs, c'est aussi quelque chose qui parle davantage à ce public, Guy Sharp. Est-ce que vous pensez que il le touche plus facilement, quoi? Déjà, par rapport au public, oui, je pense que ça envoie un message, c'est un symbole. Et il y a aussi un message qui est envoyé, on va dire, à l'univers d'Hollywood, qui dit qu'en fait, un film, un blockbuster avec que des noirs, ou à 90% que des acteurs noirs, ça peut marcher aussi. Et ça peut parler à tout le monde, pas qu'aux noirs en général. Donc non, c'est important. C'est révolutionnaire, ça, Xavier Fournier, dans votre mémoire immédiate, là, les films que vous avez vus, le fait que ce soit militant africain-américain? Il y a militants et militants. Il y a eu des films où déjà il y avait un maximum de casting noir. Mais là, à nouveau, on revient vers quelque chose qui est culturel, qui est beaucoup plus profond, parce que ça ne tient pas à 3-4 rôles au premier plan. Et puis voilà, quoi. On parle vraiment de quelque chose qui rebondit sur des réactions. Tout à l'heure, vous parliez du fait que le Wakanda est un pays qui a résisté à la colonisation. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un des personnages qui s'appelle Klo, qui est belge. Et donc ça remonte dès les origines du comics. Et donc il y a vraiment une parabole de résister à l'impérialisme européen. Donc il y a des choses assez caricaturales quand on la regarde au premier degré, mais qui cachent des messages finalement assez historiques. Alors historiquement, au tout départ des comics, donc vous l'avez dit, les Noirs américains ont une place très limité, voire séparé à cause de la ségrégation. Et le noir, alors là, je parle de la couleur graphique, et d'ailleurs carrément associé au mal disons à des difficultés dans le genre de Batman, par exemple. Ouais, alors je sais pas si... Je pense que si on doit vraiment parler des origines des comics et de la BD, en général, on dira même, c'est carrément qu'on n'en est pas à chercher du noir dans le costume de Batman, c'est qu'on en est à chercher du noir tout court. Et les premières années des comics et de la bande dessinée européenne, il n'y a que des blancs. La diversité n'existe pas. Sauf certaines BD rares, mais comme par exemple Mandrake, qui a très mal vieilli. Et Mandrake le magicien. Ouais, qui est accompagné voilà, d'un serviteur qui finalement a quelques airs de ressemblance avec Black Panther, qui est le monarque d'un pays, mais qui décide de servir un Américain. Donc le message est complètement inversé, a très mal vieilli. Et on va progresser au fil des années vers des personnages beaucoup plus indépendants. Guy Sharp, c'est quoi, vous, le premier personnage de comic ou de cinéma noir qui vous a marqué? C'est qui? Là, maintenant, ayant vu Black Panther, je dirais Black Panther, parce que voilà, il y a tout ce que j'aurais voulu voir dans un film, ils l'ont plus ou moins mis dans ces films-là. Donc après, il y a eu Luke Cage qui est sorti, enfin voilà, il y a eu d'autres persos. Ça a commencé avec Blade déjà, il y a maintenant 15 ans. 20 ans déjà, ouais. Oh là là. Ça fait 20 ans. Ouais, 20 ans. Ça fait 20 ans que Wesley Snipes découpe ses ennemis. Alors, c'est allé progressivement quand même. Il y a eu des rôles secondaires. Il y a eu
Tornade des X-Men, War Machine aux côtés d'Iron Man, le Faucon avec les Avengers, c'est quelque chose qui monte depuis quand même quelques années, Xavier Fournier. Mais c'est pire que ça, parce que il y a eu, il y a plus de 20 ans déjà, des films avec des super-héros noirs, malheureusement, parce que ce sont des... non, il y a un truc qui s'appelle Steel. Condorman. Non, Condorman, ça n'a rien à voir avec un super-héros noir, mais Steel, c'est un espèce de dérivé de Superman en armure, qui était joué par Shaquille O'Neal, je crois, qui est un Titanic du cinéma, quoi. C'est un naufrage. Il y a un autre truc dans les années 90 qui s'appelle Meteor Man, et en fait, tous ces trucs-là, je pensais à Meteor Man, on a finalement en commun l'idée que dès qu'on a un super-héros noir, un noir surpuissant, c'est plutôt le registre de la comédie. On prend pas ça très au sérieux, et il va falloir attendre effectivement Blade pour entrer dans quelque chose de plus percutant. Ouais, cette montée en puissance très progressive, vous l'avez senti venir, vous, Guy Sharp, ou le fait qu'il y ait d'abord eu Elle Berry qui joue Tornade dans les X-Men, et puis les autres personnages qui sont venus aux côtés d'Iron Man dans les Avengers, est-ce que c'était déjà quelque chose que vous appréciez, alors que vous attendiez davantage peut-être? Alors bon, Halle Berry en Storm, je suis pas hyper fan. Ouais. Je trouve qu'elle est pas du tout castée comme il faudrait. C'est vrai qu'elle ressemble pas exactement au personnage du comic. Bon. Acte manqué. Mais non, je pense que c'est plutôt une évolution logique en fait par rapport aux projets qui sont proposés au cinéma. Les personnages sont d'une ethnie particulière. Il faut répondre à cette question-là par un casting le plus proche possible du personnage de comics. Et puis au fur et à mesure des projets, voyant que les films de comics marchent, il y en a plus qui sortent, et bien plus il y a de projets, plus il y a de persos, de possibilités d'avoir des personnages noirs, et donc forcément ça monte tout doucement. Yeah. Et comme ça est venu en fait le projet de Black Panther, qui est particulier puisque c'est le premier super-héros noir. Et forcément, avec Civil War, on a senti le potentiel d'un très gros truc par rapport à son histoire personnelle et son origine. Alors, il y a un autre phénomène, Xavier Fournier, c'est des personnages qui étaient blancs, des héros de l'univers Marvel qui étaient blancs, qui sont devenus noirs au fur et à mesure de l'avancée du temps. Le Caïd, Nick Fury, qu'on connaît tous sous les traits de Samuel L. Jackson. En fait, au départ, Nick Fury, il est blanc. Il y a la Torche, c'est Michael B. Jordan qui jouait même équipe dans Creed. Ouais. Ça aussi, ça a été quelque chose qui s'est imposé aux gens de Marvel. Aux gens de la bande dessinée en général, mais j'en parlais tout à l'heure, il y a des générations spontanées de création de personnages qui sont plutôt centrées aux alentours des années 30-40 et puis aux alentours des années 60, et forcément, à cette époque-là, il y avait plein de choses à apprendre. On sortait, si on parle des années 60, de la ségrégation, donc il y a des choses qui ne coulaient pas de source. Et ça veut dire qu'il y a des séries, il y a des bandes dessinées où effectivement, on ne voit pas de noir. Et au moment de les porter à l'écran, la question s'est posée de dire, mais pourquoi ça ne ressemble pas au monde moderne ? Et donc, à un moment, quand on a adapté Daredevil en film, on s'est posé la question. Et moi, je dis toujours que je préférais avoir l'acteur, dont j'ai oublié le nom, qui incarnait le Caïd, qui avait la carrure du Caïd, que plutôt qu'on se dise non, il est blanc, allons me chercher Woody Allen pour incarner les Caïds. Le type avait la carrure, donc il pas très crédible. Donc c'était lui qu'il fallait, et tout en sachant que depuis il y en a un qui est beaucoup plus convaincant en télé, mais il y a eu des choses un peu comme ça, il y a des choses à tâtonnement, et c'est vrai que petit à petit, de ces expériences naissent des projets beaucoup plus ambitieux. Guy Sharp, le personnage de Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson, c'est quelque chose qui vous a touché quand vous l'avez vu, ou... Et j'ai trouvé ça marrant en fait, parce que ça part d'un comics Marvel de l'univers Ultimate, donc un truc à côté. Et ils se sont dit, on va changer un petit peu les personnages, les rendre plus modernes, plus percutants. Et ils se sont dit, en changeant certaines ethnies de personnages, voilà. Et puis, le dessinateur s'est amusé à prendre Samuel L. Jackson comme prototype de son personnage. Et puis, en fait, comme l'acteur existe, c'est devenu logique, en fait. Plus simple d'avoir un truc correspondant aux comics, trait pour trait. Voilà, et puis l'histoire a fait que ça a continué dans ce sens-là. Alors, il y a une évolution récente, on l'a dit. On a d'abord eu
des seconds rôles, des personnages d'appoint dans l'univers Marvel, et puis donc des personnages principaux. Blade, on en a parlé. Luke Cage, ça c'est une série qui est disponible sur des plateformes de visionnage en ligne, Netflix pour ne pas la nommer. C'est un hommage à Shaft et à tout le cinéma blaxploitation des années 70. C'est exactement ce que vous attendiez, ou justement c'est là où vous trouvez que peut-être on va pas assez loin dans les nouveaux personnages? Luke Cage, ça vous plaît? Oui, Luke Cage, ça me plaît, mais après, voilà, il y a des choses qu'on aime bien dedans, d'autres choses que je trouve pas forcément bien retranscrites à l'écran. Mais oui, de toute façon, c'est un personnage qui a été créé à cette période-là, des années 70. Tout ce qui était blaxploitation, films de kung-fu et autres. Et donc, il est, comment dire, partie prenante de cet univers-là. Après, il a été remodernisé à la fin des années 90-2000 pour être un personnage un peu plus in the hood, comme on pourrait dire, ouais, hip-hop. Du quartier. Voilà, Ouais, plus du quartier. Et donc, en fait, il suit les mouvements pop culture du moment par rapport en fait à l'époque où il est... Si on regarde le Luke Cage des années 70, il a une chemise à large col jaune, un diadème, on pourrait croire un membre de Earth, Wind & Fire un peu. Ouais. Donc bien entendu, il faut réinventer les personnages qui sont un peu basés sur des modes. Spider-Man, il est indémodable parce que ça ne correspondait pas à une mode passagère. Et un personnage comme Luke Cage, il est urbain, et donc comme la ville change, il faut lui changer un petit peu au moins ses vêtements et ses références culturelles. Et là, on est vraiment dans la représentation des Afro-Américains, typique. Le côté africain, il sort pas du tout dans le Cage. C'est un Américain de New York, de Harlem, voilà, exactement. Qui défend pure sauce. Il y a une autre série qui est de l'autre maison, pas de Marvel, mais de DC Comics, Black Lightning. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre? Elle apporte une autre forme de diversité, parce que par rapport à l'essentiel des séries télé de super-héros qu'on peut voir ces temps-ci, la plupart sont joués pour les rôles principaux par des gens qui ont 20 ou 30 ans. Et d'un seul coup, avec Black Lightning, non seulement, effectivement, on a un héros noir, et c'est encore une rareté dans les séries télé de super-héros, mais on a en plus quelqu'un qui est d'une génération plus tardive, précédente, plus récente. Et donc du coup il est père, il est père de famille, il est proviseur, il est implanté, et donc ça apporte aussi au-delà du fait d'être un personnage noir, il y a aussi une diversité dans l'âge. Ça apporte cette diversité là au niveau des séries télé. Et donc c'est peut-être fait aussi pour viser des publics un peu différents, pour ratisser un petit peu plus large, Galcharp. Oui, en plus on se concentre pas forcément que sur lui dans cette série-là, on se concentre aussi sur ses filles, donc ça apporte le côté jeune et les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes avec la drogue, le quartier, ce genre de choses. Donc en fait, il y a plein de thèmes différents qui sont abordés. Il y a, comme disait Xavier, il y a l'âge donc du personnage qui fait que lui, il est plus sage, il a un métier, il est au contact des jeunes, il essaie de leur apporter autre chose que ce qu'ils peuvent voir dans leur vie de tous les jours. Et c'est bien, c'est des valeurs en fait qui sont promulguées, qui essayent d'être données à chacun. Et oui, ça peut toucher en fait toutes les classes d'âge en fait. Alors une question de Béotien, est-ce qu'il existe des super-héros purement africains? On parle de comics américains depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il en existe dessinés par des artistes africains à votre connaissance? Alors, il y a des petites sociétés de comics qui sont en train de se monter. Je pense à une, je me rappelle plus son nom, qui est en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises, donc avec des héros justement arabes de ce coin-là. Et après, j'ai pas eu l'occasion de les avoir entre les mains pour vous dire ce que ça donnait, mais il y a ça. Et au Nigeria en ce moment, il y a beaucoup de studios qui font du comics avec des personnages justement basés sur le Nigeria, Laos. En fait, la diffusion internationale des films fait que ça a donné l'envie effectivement à des Africains d'avoir leurs propres héros locaux. Donc il y a une production locale depuis quelques années qui est indirectement due au film. Alors, en quelques mots, selon vous, où est-ce qu'on en est? La représentation, elle est suffisante, Galcharp? On peut toujours aller plus loin. Il y a le potentiel pour en faire plus.
On est dans un progrès, on n'est pas dans un résultat quelque part. Ok. Merci beaucoup, merci Gaël Sharp, merci Xavier Fournier, merci à vous d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation, Valentin Vaner à la mise en onde et à la vidéo, donc Souel Kedir. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster, nous revoir sur le site internet de RFI, www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain,